Tu te retrouves là, tu regardes, tu vois toutes ces voitures incendiées et tu te dis mais comment ils ont fait? Les fumées ont commencé à être de plus en plus présentes, à tel point qu'il fallait sortir de la salle parce que c'était plus respirable. Mais sur la route, c'est un paysage de désolation, dizaines et des dizaines de kilomètres de magasins incendiés. On a l'impression d'être dans un endroit où il y a eu la guerre. Au premier éclat de verre, je comprends que c'est hors de contrôle, qu'on est des cibles et qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas discuter, qu'il n'y a aucune différence et que c'est une violence aveugle. Mais là, de voir de tels affrontements, d'une telle violence, ça je ne l'avais jamais vu. Et on sentait que c'était un moment important, un moment qui allait marquer les esprits. Je suis partie en Nouvelle-Calédonie entre février et juin 2024 parce que j'avais bénéficié d'une mobilité de 6 mois. Donc on arrive à Nouméa en mai 2024, le 11 ou le 12. On est allé en Calédonie pour une formation. C'était une formation pour le bassin qui réunissait donc la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Nous, on n'était pas du tout dans un esprit actualité, on allait dans un esprit complètement déconnecté puisqu'on allait pour une formation, donc on allait pour apprendre des choses. Quand j'ai su qu'elles arrivaient, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'on les amenait à ce moment-là, parce que justement c'était déjà assez tendu. Le Sénat a dit oui au dégel du corps électoral calédonien pour les élections provinciales. Les indépendantistes campent sur leur position, demander le retrait du texte sur le dégel du corps électoral. C'est un petit peu monté crescendo en sachant qu'il y a eu plusieurs manifestations dès le mois d'avril. On a su qu'il y avait des tensions quelques jours avant de partir. On savait que le lundi 13, donc, il y avait des manifestations qui étaient prévues. Et on connaissait le contexte, on ne pensait pas que ça allait monter aussi vite. Que c'est dans la nuit du 12 au 13 mai que j'étais chez moi. Avec la rédaction de Nouvelle-Calédonie, on a un groupe WhatsApp. C'est dans ce groupe WhatsApp que je découvre les affrontements entre les militants indépendantistes et les forces de l'ordre. Nous, on se réveille, toute la ville est dans les fumées. Les fumées sont rentrées dans l'appartement où on était, c'est par les baies vitrées. Et en fait, toute la ville est enfumée et sans le pneu brûlé. Et on a vu aussi des camions de militaires qui passaient. On était sur le choc. On ne réalisait pas encore ce qui se passait vraiment, mais en même temps, on avait tout en face. Et au matin, tout le monde sur le pont, on arrive au travail, on est tous aussi choqués, on se dit bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte sur les réseaux sociaux aussi qu'il y a un petit peu partout, ils étaient situés partout et plusieurs points, on va dire, stratégiques de Nouméa avaient été bloqués, incendiés et plus personne ne circulait en fait. Pour protester contre la révision constitutionnelle en cours à Paris. Oui, catastrophique, c'est bien le terme adéquat pour décrire. On voit tout d'un coup sur les réseaux sociaux des incendies à droite et à gauche, des gros incendies, des violences, ça commence à tirer à balles réelles. Il y a aussi les premiers vrais barrages routiers qui commencent à se mettre et en fait, il y a le premier décès indirect. C'est une maman qui va pour accoucher à la maternité, il y a un barrage routier. Le SAMU ne passe pas et la maman perd son bébé. Et là, en fait, je pense qu'on comprend qu'il n'y a pas de différence et que en fait, les violences, elles sont contre tout le monde, y compris contre les services de secours. Nous, premier réflexe journalistique, en fait, on a envie d'aller sur le terrain tout de suite, mais on n'est pas là pour ça. Donc le deuxième jour, on continue ce pourquoi on était venu, c'est-à-dire notre formation. En fait, au fur et à mesure, on a eu des participants qui commençaient à partir. Au fur et à mesure, on les perdait. Donc si on les perd, c'est que ça devient, on a vraiment besoin d'eux sur le terrain. Et si on a besoin d'eux sur le terrain, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de gros. C'est aussi que les collègues de Nouvelle-Calédonie la première ont du mal à travailler sereinement. On sait déjà que la rédaction, elle est dès le deuxième jour, elle est tendue, elle est en souffrance parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Et on nous a demandé le soir si on acceptait de rejoindre la rédaction pour les aider. Et évidemment, il n'y a pas une seconde d'hésitation.
Je suis allée voir les incendies qu'il y a eu près de l'aérodrome de Magenta. Donc ils avaient incendié un concessionnaire automobile. Quand on est arrivé sur place, je ne sais pas ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, mais en tout cas, je n'imaginais pas l'ampleur des dégâts. Tu te retrouves là, tu regardes, tu vois toutes ces voitures incendiées et tu te dis mais comment ils ont fait en si peu de temps à caillasser tellement de magasins, de supermarchés. Il y avait plein de débris sur la route, de bouteilles, il y avait des pierres aussi qui étaient déjà mises sur les routes pour faire des barrages. Mais sur la route, c'est un paysage de désolation. C'est des dizaines et des dizaines de kilomètres de magasins incendiés. Il y a des gens qui ont tout perdu là-dedans. Au début, c'était compliqué parce qu'en fait, c'était un peu au jour le jour, il fallait s'adapter. Déjà, tous les supermarchés étaient fermés. Pendant une semaine, on n'avait accès à rien. Quand tu réussissais à aller faire tes courses, il fallait patienter au moins 2 heures pour pouvoir arriver à entrer dans le magasin et faire tes courses. C'est comme tous les gens qui vivent là-bas, c'est les difficultés pour accéder à l'essence, pour avoir de l'argent liquide. Pour se nourrir, c'est des files d'attente partout, c'est tourner de magasin en magasin. Tout le monde a un peu essayé de s'organiser comme il pouvait, mais après il faut savoir que, par exemple au Mont d'Or, cette population, pendant 2 mois, elle n'a pas été ravitaillée. Et là, il fallait compter sur la gentillesse des voisins, les gens s'organisaient comme ils pouvaient, pas de gaz, tu revenais un peu à l'ancienne. Il y a aussi des belles images, moi je me souviens qu'on a fait la queue pendant 1h30, 2 heures à l'extérieur du magasin. La file est tellement longue, il y a les pompiers qui sortent avec leur sac de course, ils sont prioritaires. Et je sais pas, il doit y avoir 300 personnes et tout le monde les applaudit. Enfin, c'est aussi des beaux moments humains. Quand on rentrait chez nous, donc il y a des barrages, mais il y avait aussi les contre-barrages. Il y a des barrages des manifestants. Et puis, il y a les gens qui protègent leur quartier et qui filtrent pour éviter que des gens puissent venir piller les maisons, ce qui se passait à certains endroits. Ils faisaient des contre-barrages et filtraient. C'était un barrage, entre guillemets, de ce qu'ils appelaient les voisins vigilants. Donc, c'est des gens qui sont cagoulés, armés, avec des barricades. Et il faut baisser la vitre pour dire ce qu'on vient faire et où on va. Après 4-5 jours, à force de passer matin et soir des barrages. Vous allez où Vous allez faire quoi C'est la seule fois d'ailleurs où j'ai fondu en larmes dans la voiture parce que je n'en pouvais plus de à chaque fois justifier et ça dépendait vraiment des barrages. Selon la couleur, d'où tu viens, c'était... On habitait à la baie des Citrons. Une fois rentré, passé ce barrage-là, c'est une bulle. C'est comme s'il ne se passait rien. Il y avait des gens, mais c'était... La vie continuait finalement. Il y avait des gens sur la plage, alors que il y avait des incendies ailleurs. Le commerce était ouvert, mais on était ailleurs. Moi personnellement, le plus peur, c'est parce qu'on a été agressé en fait avec mon collègue caméraman. On avait commencé à tourner à 5 heures, c'était les premiers renforts du GIGN, donc avec les hommes qui se mettaient en place. On a filmé les échauffourées de la nuit avec les affrontements, les cocktails Molotov d'une part et ce qui avait brûlé pendant la nuit. Et on arrive sur un barrage qui était assez chaud de Nouméa. Donc au petit jour, en fait, il n'y a plus personne sur les barrages puisque les manifestants vont se coucher à ce moment-là. À un moment, sorti de nulle part, il y a 20 hommes cagoulés qui arrivent sur un camion plateau et donc là je sens que ça va être compliqué, mais dans mon esprit je me dis ok, on va discuter, on va dire que peut-être on s'en va, etc. Et en fait on n'a pas le temps de discuter, ils sautent du camion plateau et tout de suite ils se mettent à casser le rétro, casser les vitres de la voiture de service qui est siglée évidemment, à attraper mon collègue caméraman, à le mettre en joue avec une caillasse et en fait moi je dis arrêtez, arrêtez, on s'en va. Mais en fait, il n'y a pas moyen de discuter. Il s'acharne sur le véhicule. En fait, au premier éclat de verre, je comprends que c'est hors de contrôle,
qu'on est des cibles et qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas discuter. Là, je comprends qu'il n'y a aucune différence et que c'est une violence aveugle. On commence à reculer avec mon collègue, il y a un pick-up qui arrive sur le boulevard qui nous dit sautez, sautez, on saute dans la benne et on s'en va. On a vu sur les réseaux sociaux 2 heures après que le véhicule de service avait été incendié. Donc là, en fait, tout le monde a pris la mesure de la violence. Donc on essaie de l'appeler pour savoir comment ça allait. Après cet épisode-là, c'était compliqué. On vivait avec la peur. S'ils avaient essayé de répondre, de résister, il y aurait eu peut-être des choses plus graves qui se seraient passées. On adore ce métier, mais on ne le fait pas pour être, ni pour être insulté, ni être pour chasser. La voiture de service a fini en feu quand même. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à tourner avec des gilets pare-balles, des casques et des gardes du corps. On change de façon de travailler quand même. Et on ne va pas avec le même état d'esprit. En fait, moi, du moment où on s'est fait attaquer avec mon collègue, de ce jour-là, tous les matins, en sortant de la conférence de rédaction, physiquement, je sentais mon ventre qui se nouait. Quand on allait sur le terrain, on était escortés obligatoirement par 2 gardes du corps. C'était pas juste des gros bras, c'était aussi des gens qui avaient un réseau sur le terrain. C'est-à-dire qu'avant de partir en tournage, en sortant de la conférence de rédaction, ils passaient quelques coups de fil et ils disaient bon là non, ici on va pas aller tourner parce que ça tire à balles réelles, donc on n'y va pas. On avait systématiquement les casques et les gilets pare-balles qu'on mettait dans le coffre pour pas que ce soit visible. On tournait sans caméra mais au smartphone pareil pour pas être visible, avec des voitures du coup banalisées, toujours pour être le plus discret possible. Je ne me suis pas vraiment sentie menacée parce que donc je me sentais quand même un petit peu en sécurité et on faisait extrêmement attention aux endroits où on allait. Quand on voyait que c'était trop chaud, on n'avançait pas. Il faut dire qu'il y avait une forte mobilisation aussi des forces de l'ordre sur place, donc on essayait d'aller aux endroits où ils étaient. Tous les jours, je sortais sur le terrain, j'ai eu l'occasion aussi de patrouiller la nuit dans des endroits un peu chauds, mais toujours avec l'escorte. Et puis je faisais toujours confiance à mon GRI. Quand il me disait non mais là il faut pas y aller, on n'y allait pas. Même si quelque part quand tu es journaliste, tu as vraiment envie d'aller au plus près des faits. Le garde du corps ne nous lâchait pas d'une semelle. Et si jamais il sentait que ça commençait à se tendre, on remontait tout de suite dans la voiture, exfiltration. Et si besoin, c'est eux qui nous mettaient les gilets pare-balles et les casques. C'est arrivé que même avec une voiture banalisée, même avec des gardes du corps, en fait, il se passe caillasser. C'était pas forcément ciblé contre des journalistes parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas moyen de savoir que c'était des journalistes spécialement dans la voiture. C'était vraiment une violence aveugle. C'est quand même aberrant de partir sur le terrain avec des gilets pare-balles, à part dans des pays en guerre, en Afghanistan, en Syrie. C'est pas normal d'aller travailler en Outre-mer avec un gilet pare-balles. Il y a un moment après l'épisode avec Lucille, j'ai eu envie de rentrer. Et c'est vrai qu'après, à un moment donné, le temps était trop long. Je commençais à être fatiguée de devoir être contrainte dans nos mouvements. On ne pouvait pas circuler comme on voulait. Tous les jours, d'avoir cette actualité, ça pèse sur le moral. Et c'est ça, en fait, qui était dur à supporter. J'aurais su que je partais en Nouvelle-Calédonie pour ces émeutes. On se met en condition. Je pense qu'on ne se prépare pas de la même façon. Quand on nous dit voilà, tu pars en mission là-bas, voilà à quoi tu dois t'attendre, donc tu te prépares déjà avec tes affaires, tes baskets et puis psychologiquement. On y allait vraiment l'esprit tranquille. J'étais pas conditionnée, ça nous est tombé dessus. Donc nous, à la base, on avait un vol commercial de prévu, donc comme tout le monde, il a été annulé. Et puis tout d'un coup, on nous parle d'un vol militaire qui va se mettre en place. On ne pouvait pas relier Nouméa à la Tontouta. La route est complètement barrée et c'est impossible pour le moment de percer ces barrages-là. On a dû aller à notre aéroport. Et ensuite, il y a un petit vol militaire qui achemine, fait plusieurs allers-retours parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc là, sur ce premier vol militaire, c'est donc que des Polynésiens qui étaient coincés à Nouméa pour diverses raisons.
et qui sont rapatriés sur Tahiti avec la 400M, donc un gros porteur militaire. Parce que c'est une évacuation, c'est pas un vol régulier, c'est une évacuation militaire. Rien que le mot, tu te dis mais waouh quoi. Quand j'ai su qu'elle devait repartir par le vol de rapatriement, en fait, j'étais vraiment contente pour elle. J'étais soulagée parce que elles ont été un peu prises au dépourvu. Lucille a été agressée. Myri aussi, qui devait faire le trajet tous les jours pour venir chercher les autres, elle a dû passer des barrages. Enfin, tout ça, c'est épuisant. Dans ce contexte toujours tendu, 84 Polynésiens ont pu être rapatriés hier soir. Un premier vol militaire a été affrété par l'État. À l'arrivée, notre équipe a pu assister à des retrouvailles particulièrement chargées en émotions. C'est émouvant parce que nous, on peut enfin souffler. Et puis en fait, on peut aussi commencer à raconter ce qui s'est vraiment passé et ce qu'on n'a pas vraiment dit. Après les premiers jours, ils sont pas très sereins. Je me mets complètement dans une bulle. Je veux voir personne. J'ai besoin de calme et de silence. Et pendant 2-3 jours, j'en suis encore à sursauter ou à me réveiller la nuit dès qu'il y a une porte qui claque ou un voisin qui fait un bruit un peu fort. La première semaine, c'était un peu compliqué. Je me rappelle, j'étais chez moi, j'avais vu sur la forêt en fait, et je vois de la fumée sortir en face de la forêt. D'un seul coup, ça m'a renvoyée en Nouvelle-Calédonie. Et là, j'ai dit, mais juste 2 semaines. Alors, j'imagine les gens qui sont restés là-dedans pendant des mois, quoi. J'ai pris un mois où je me suis complètement consacrée à ma famille parce que je leur avais pas tout dit. Je pense que j'essayais encore une fois de compartimenter. Mais nous, on a cette chance-là, au bout de 3 semaines, d'avoir pu rentrer chez nous et de retrouver ce calme et cette paix. Et puis de se dire, on peut sortir, on peut aller au magasin et puis c'est fini, c'est paisible partout. Voilà, et c'était pas le cas et là-bas, ça continuait. Donc on avait quand même cette chance-là de pouvoir couper et rentrer. C'était pas le cas pour tout le monde. J'ai dit, en fait, je ne vais pas continuer à rester ici. Je vais rentrer chez moi. J'ai avancé mon retour de 2 semaines, mais en fait, c'était vraiment pour échapper à vraiment cette atmosphère un peu négative. Et puis au travail, voilà, ça devenait... Les vols vers l'Australie venaient d'être remis en place, mais les vols directs vers Tahiti, pas du tout. J'ai dû passer par l'Australie, par Sydney. Ensuite, Sydney, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Zélande, Tahiti. Ça apprend beaucoup de choses aussi sur l'histoire de ce pays-là, sur les blessures qu'il reste et sur les enjeux encore. Et c'est très compliqué. L'histoire de la Calédonie, déjà, elle était compliquée avant les émeutes. C'est dur de mettre des mots dessus parce que pour moi, c'est pas fini. C'est toujours en cours. On a toujours un œil dessus, on se tient toujours au courant et on compatit. C'est très compliqué et je pense que ça va être long. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que maintenant, il va falloir reconstruire le pays physiquement, financièrement, avec tout ce qui a été détruit. Mais il va aussi falloir reconstruire le vivre ensemble. Les voisins qui nous ont agressés, qui ont pu brûler la maison, etc., ils vont devoir se recroiser et ils vont aller dans les mêmes commerces, fréquenter les mêmes écoles. Donc ça, je pense que ça va être compliqué. Mais j'espère qu'ils vont y arriver. Pour avoir vécu sur place, ils ne réussiront jamais à trouver un consensus. Parce que chaque parti est déterminé à mener son projet à bien. Les indépendantistes, ils veulent absolument l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Quand les non-indépendantistes n'en veulent pas du tout. L'histoire n'est pas terminée, elle ne va pas s'achever maintenant. Mais après, ce qui est dommage, c'est que la Calédonie, c'est tellement un beau pays et que je ressens beaucoup de peine pour ce pays parce que les Kanaks, comme les Calédoniens, sont chez eux, c'est leur pays, ils ont construit ce pays ensemble. C'est de la peine et de la tristesse, quoi. Je pense aux gens qui ont vécu, je veux dire, dans ces quartiers pendant longtemps, qui ne pouvaient pas sortir parce qu'il y a des barrages. Moi, c'est pas grave. Moi, c'était 2 semaines.
Mais ces gens qui ont tout perdu, ces gens, c'est tous ces Calédoniens qui ont perdu leur boulot, moi c'est plutôt ce à quoi je pense. Moi c'est pas grave.